Ce mardi, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, pour s'opposer aux décisions du Forum de réconciliation, mais aussi pour réclamer le départ de la présidente de transition, Catherine Samba-Panza. Ici, les manifestants ont incendié des pneus et placé des barricades sur les deux principales avenues du nord de Bangui et sur la route de l'aéroport pour démontrer leur mécontentement. Peu après, dans l'après-midi, grâce à l'intervention des forces de l'ordre, les manifestants furent dispersés et la sécurité fut rétablie. Alors que la population manifeste, le Forum a appelé les autorités à demander une prorogation à titre exceptionnel de la transition auprès de la CEMAC et donc le report des élections présidentielles et législatives prévues au plus tard en août 2015. La Centrafrique traverse une crise sans précédent depuis le renversement en mars 2013 du président François Bozizé par Michel Djotodia à la tête d'une rébellion à dominante musulmane, la Séléka. Les exactions commises par la Séléka contre les populations majoritairement chrétiennes ont ensuite débouché sur la création de milices d'autodéfense, les anti-Balaka, qui s'en sont alors pris aux civils musulmans. Les présidents des pays membres de la communauté est-africaine se sont rencontrés mercredi matin à Dar es Salaam en Tanzanie. Les chefs d'État burundais, kenyans, tanzaniens, ougandais et rwandais ont également été rejoints par Cyril Ramaphosa, le vice-président de l'Afrique du Sud, et Robert Mugabe, le numéro 1 zimbabwéen, pour parler de la situation très critique qui prévaut au Burundi, qui pourrait entraîner le pays dans le chaos. À un mois de la prochaine présidentielle, les manifestations contre un troisième mandat de Pierre Nkurunziza ne cessent pas. Un front composé du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda militerait pour le respect de la Constitution qui autoriserait Nkurunziza à se présenter à l'élection, tandis que sur fond de rivalité ethnique, le Rwandais Paul Kagame souhaite ouvertement que son homologue burundais quitte le pouvoir. Au moment où se déroulaient les assises de Dar es Salaam, le général Godefroid Niyombare annonçait à Bujumbura être le nouvel homme fort du Burundi. Ce message de l'ancien chef des services de renseignement a été démenti par la présidence de la République. Les forces loyales à Pierre Nkurunziza et les protagonistes du coup d'État avorté seraient actuellement en pourparlers au sujet du départ ou non de celui qui dirige le pays depuis 2005. La situation actuelle au Burundi rappelle à quelques détails près le début de la guerre débutée en 1993 et qui s'est achevée plus de 10 ans plus tard. Un soulèvement populaire et des soutiens externes avaient coûté la vie à Melchior Dandaye, le chef de l'État burundais de l'époque. Un cas qui pourrait se reproduire avec Nkurunziza s'il ne laisse pas tomber ses ambitions hégémoniques. Dans les prochaines heures, nous saurons ce qui ressortira des tractations entre loyalistes et putschistes à Bujumbura et de la rencontre des leaders présents en Tanzanie. L'intérêt supérieur de la nation qu'il s'est engagé à servir devrait contraindre Pierre Nkurunziza à jeter l'éponge. La Grèce a déclenché lundi la procédure pour rembourser 750 millions d'euros au FMI, alors que ses partenaires de la zone euro lui ont une nouvelle fois demandé plus d'efforts pour avancer vers un accord sur la reprise de son financement. L'ordre de paiement a été donné à l'agence de la Grecque et le paiement a été effectif mardi 12 mai 2015. À court d'argent en raison de longues tractations avec ses créanciers, l'Union européenne et le FMI sur la poursuite de l'aide internationale au pays, le gouvernement grec a assuré à plusieurs reprises qu'il continuerait d'honorer ses obligations à la fois à l'étranger et à l'intérieur. Mais Athènes se retrouvera à court de liquidités d'ici 2 semaines, a averti le ministre grec des Finances, Yannis Varoufakis. La question des liquidités est terriblement urgente. Un accord doit être trouvé bien avant fin juin, date de la prochaine réunion de la zone euro, a estimé Pierre Moskovic, le commissaire européen aux affaires économiques. À l'issue de leur réunion lundi, les ministres des Finances des 19 ont salué les progrès dans les négociations entre les autorités grecques et leurs créanciers. Après cette réunion houleuse, les autorités grecques avaient décidé de remanier les équipes de négociation avec ses créanciers et de nommer comme coordinateur Euclide Tsakalotos, ministre adjoint des Affaires étrangères, chargé des questions économiques et proche du Premier ministre Alexis Tsipras. Si les positions se sont rapprochées sur la réforme de la TVA
ou la création d'une agence indépendante pour la collecte d'impôts, il reste des écarts importants à combler, a souligné le commissaire européen aux affaires économiques. En premier lieu, sur la réforme des retraites, une ligne rouge pour le gouvernement grec de gauche radicale, tout comme la réforme du marché du travail. La 23e réunion de la commission technique et le 14e comité ministériel du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest se tiendront du 18 au 23 mars prochain à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne. D'après APA News, la réunion de la commission technique viserait à faire le point de l'état d'avancement dans la sous-région ouest africaine, de la mise en place de dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme conformément aux normes acceptées à l'échelle internationale. Cette réunion permettra d'identifier les obstacles d'ordre juridique et institutionnel se présentant aux États membres dans cette quête. Elle va également formuler des propositions au comité ministériel du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest par l'intermédiaire du secrétaire administratif sur les mesures correctives à prendre. La réunion du comité ministériel au terme des statuts révisés du groupe vise entre autres à approuver le rapport d'activité du directeur général, proposer les mesures de mise en demeure des États défaillants et à recommander par l'intermédiaire du Conseil des ministres de la CEDEAO la suspension des États qui ne respectent pas leur engagement. À l'issue de ces deux réunions, tous les participants, autorités politiques et acteurs des dispositifs nationaux anti-blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, ainsi que les partenaires au développement et les institutions financières internationales, devront acquérir une meilleure connaissance de l'état de la lutte dans la sous-région ouest-africaine durant les 6 mois écoulés. Ces assises permettront d'une part à la Côte d'Ivoire d'affirmer davantage son retour effectif sur la scène internationale et d'autre part de démontrer son engagement dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le séminaire de formation destiné aux journalistes gabonais et internationaux sur le thème « Justice et médias, quelle éthique et déontologie au cœur du journalisme » se tient au Palais de justice de Libreville du 13 au 15 mai 2015. Axé autour de 3 modules, à savoir droit pénal et droit des médias, l'éthique et la déontologie du journaliste et la création des médias web. Ce séminaire est une initiative du procureur de la République de Libreville. La justice doit rester anonyme. Et c'est précisément cet anonymat et cette attitude impersonnelle de la justice qui sont de moins en moins acceptées par vous. Combien de fois n'a-t-on pas lu des critiques acerbes contre un procureur de la République sur une décision rendue par le Conseil d'État ou la Cour de cassation? L'ouverture de ce séminaire s'est faite par le ministre de la Justice, garde de Sceaux du Gabon, Séraphin Mundunga. Il fallait compter parmi les invités le ministre de la Communication. Ces derniers ont invité les journalistes à faire preuve de professionnalisme. Les journalistes doivent dire les faits tels qu'ils les ont vécus et en ayant toujours la preuve de ce qu'ils avancent. Une formation qui est saluée par l'ensemble de la corporation journalistique. Nous avons atteint le seuil zéro de ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie de cette profession de journalisme. Nous observons que, surtout dans la presse écrite, des appels à l'insurrection, la calomnie, la diffamation, l'appel à la haine de l'autre. Vous savez, ce sont des délits constitués, des délits de presse qu'on appelle aussi infraction de presse. Et je pense que ce séminaire arrive à bien nommer, c'est d'ailleurs tout à fait naturel. Les participants ont échangé avec le procureur de la République. Ce mercredi, dans un communiqué, Air France a annoncé la reprise de ses vols en direction de Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Le géant français du transport aérien fera à partir du 30 juin prochain 3 dessertes par semaine en partance de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle vers ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui a souffert pendant plus d'1 an de la fièvre hémorragique Ebola. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Air France avait pris la décision le 27 août dernier de suspendre ses dessertes en provenance et en partance de la Sierra Leone, se pliant à une recommandation du gouvernement français.
La levée de suspension d'Air France prouve aux derniers sceptiques que l'épidémie d'Ebola, qui a fait des milliers de morts, est arrivée à son terme. Au Libéria, autre pays affecté par la fièvre hémorragique, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de la maladie. Plusieurs manifestations ont même été organisées dans le pays d'Ellen Johnson-Sirleaf à cet effet. Ebola est également en net recul et même en voie de disparition en Sierra Leone. Malgré la reprise des liaisons d'Air France, l'heure n'est pas encore à une quiétude totale, la maladie étant toujours présente en Guinée et en Sierra Leone. L'Organisation mondiale de la santé encourage les autorités et les populations à continuer à être vigilants pour éviter toute nouvelle contamination. Un fait qui permettrait aux soignants de traiter toutes les victimes, étant convaincus que ces malades sont les derniers d'une longue liste. Les pesticides sont une menace pour les populations. C'est ce que révèlent plusieurs études depuis quelques années. Et selon l'organisation internationale Greenpeace, le rôle des coopératives agricoles est très important dans cette catastrophe. Des banderoles ont été déployées sur la façade d'Invivo, traitant le directeur général et le président de la coopérative d'empoisonneurs. La vocation d'une coopérative, c'est d'être au service des agriculteurs, pas de les empoisonner. Il est absolument inacceptable que ces dirigeants, Philippe Mangin, Thierry Blandinière, continuent à vouloir développer cette activité de vente des pesticides, voire même à fabriquer des pesticides. En effet, l'utilisation de ces produits serait responsable de certaines maladies telles que les cancers, Parkinson et Alzheimer, ainsi que sur les risques de malformations congénitales pour les enfants exposés pendant la grossesse. Les pesticides sont aussi à l'origine de la pollution des sols et des réserves d'eau. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'Invivo arrête de vendre les pesticides immédiatement les plus dangereux pour la santé humaine, pour la santé des agriculteurs, et qu'ils réorientent totalement leurs efforts de recherche et de développement vers des alternatives qui soient efficaces et accessibles à un grand nombre d'agriculteurs. Plusieurs ONG, Fondation Hulot, Génération Future, Humanité et Biodiversité ont annoncé mercredi le lancement d'une pétition pour demander un moratoire en France sur tous les néonicotinoïdes, une catégorie de pesticides particulièrement néfastes pour les abeilles. Le délégué général du Festival de Cannes veut que le film Oka de Souleymane Sissi soit une présentation spéciale dans la série hors compétition. Pour cette projection, le cinéaste sera l'invité d'honneur du festival pendant les 3 jours de sa tenue. Thierry Fermot, le délégué général du Festival de Cannes, dans sa lettre d'invitation envoyée à Souleymane Sissi, a conclu en disant que pour les besoins de publicité, le réalisateur pouvait utiliser le logotype de la sélection officielle en conformité avec la charte graphique du Festival de Cannes. Quant au film Oka, il parle des spéculations foncières au Mali, les expropriations et autres détournements de parcelles ou même des villas. Dans ce film, c'est la maison de la famille d'un artiste à Bamako qui est concernée. Cette maison qui le rattache à ses parents, son histoire, ses souvenirs et dont ses œuvres sont expulsées en dépit du droit un jour de 2008. C'est aussi le Mali, son pays, qui l'a vu basculer dans la guerre au mépris des traditions de tolérance qui l'ont animé depuis l'indépendance. Beaucoup de nos confrères de la place ont aidé le cinéaste Souleymane Sissi dans ce combat. En l'occurrence, le Sphinx, Radio Clédou, l'Indépendant, le Républicain et le Guido. Peut-être qu'avec le film Oka et sa projection spéciale au Festival de Cannes, qui démarre du 13 au 24 mai 2015, il y aura une solution. Vendu pour plus de 13 milliards de francs CFA avec les frais par Sotheby's, un rubis Berman de 25,59 carats a battu un record mondial mardi soir à Genève. Une taille jugée extraordinaire pour un rubis proposé par la maison de vente. Le Sunrise Ruby a été vendu 3 fois plus cher que le précédent. Le Sunrise Ruby s'est vendu pour un peu plus de 30 millions de dollars, ce qui est, je pense, le triple du précédent record, le Ruby Graph, une pierre de 8 carats qu'on a vendue ici à Genève en novembre à 1 million de dollars par carat. Aujourd'hui, c'était plus d'1 million par carat, donc ça ne bat pas seulement le record du montant total payé pour un rubis, mais aussi le prix du carat, et j'en suis ravi. La pierre d'une extrême rareté, clarté et d'une couleur intense était estimée entre 14 et 18 millions de dollars. De taille coussin classique au coin arrondi et aux grandes facettes, un enchérisseur dans la salle l'a rapidement emporté. Pendant toute ma carrière, j'ai été convaincu que les rubis étaient sous-cotés. Donc c'est bien de voir que les pierres colorées obtiennent enfin la reconnaissance qu'elles méritent.
Les origines de la pierre restent incertaines, ce qui la rend encore plus mystérieuse. Les caractéristiques techniques de la pierre et le fait qu'elle soit si ancienne laissent à penser qu'elle pourrait avoir été trouvée dans les fameuses mines de Golconde en Inde, selon le président du département international de haute joaillerie chez Sotheby's. Battu sur la marque de 2-1 par la Juventus au match aller, le Real Madrid espère combler son retard pour une seconde qualification consécutive en finale de Ligue des Champions. Nous sommes tout près de jouer une autre finale et d'entrer dans l'histoire de cette compétition parce qu'aucun club n'a gagné 2 finales. Nous savons que c'est compliqué parce que les statistiques ne nous sont pas favorables, mais nous avons très envie de faire tout ce qui est possible pour gagner. Pour y arriver, Ronaldo et compagnons doivent faire preuve de patience et de concentration. Nous devons être patients, très concentrés pendant tout le match et ensuite jouer avec une intensité supérieure à celle que nous avons montrée au match aller. Absent de terrain depuis 1 mois, Karim Benzema sera-t-il partant? C'est un joueur qui a bien récupéré, mais c'est un joueur qui n'a pas joué depuis 1 mois. Donc c'est le doute que j'ai. L'aligner dès le début parce que je sais qu'il peut me faire bénéficier de toutes ses qualités pendant la première mi-temps ou l'aligner après le début du match parce qu'il se peut qu'en seconde mi-temps, le rythme baisse un peu. Remonter un handicap d'un but face à la meilleure défense de la Ligue des Champions, tel est l'objectif des merengues poussés à fond par de nombreux supporters qui prendront place dans les gradins du stade Bernabéu ce soir.